équation, plus 2 fois CO2 gaz de la deuxième demi-équation, plus 12H plus aqueux de la deuxième demi-équation également. Les 12 électrons ont déjà été simplifiés. On obtient donc une équation chimique qui va pouvoir considérablement simplifier, puisque les 12H plus se simplifient à gauche et à droite, et qu'à droite, je vais garder 3 molécules d'eau gaz, et qu'à gauche, je peux les simplifier, puisque j'en avais 6 à droite contre 3, donc il m'en reste 3 à droite. Cela me permet d'obtenir une équation chimique beaucoup plus simple. 3O2 gaz, le comburant, plus l'éthane 1-ol, C2H6O liquide, se transforme selon une combustion complète pour donner 2 CO2 gaz, plus 3 H2O gaz. Toute l'analyse suivante repose sur la validité de cette équation. Il est donc toujours bon de pouvoir vérifier cette équation avant de continuer et d'être sûr que l'on a le bon résultat. On a donc ici 3 fois 2, 6 et 1, 7 oxygènes, 2 fois 2, 4 et 3, 7 oxygènes. C'est donc correct pour les oxygènes. En ce qui concerne les carbones, j'en ai 2 à gauche contre 2 à droite. Et j'ai 6 hydrogènes à gauche contre 6 à droite. Les charges électriques sont équilibrées, cette équation chimique est donc correcte. Quelle est la définition de l'énergie molaire de combustion? Pour la question 4, je n'écris pas la réponse, c'est une question de cours que vous verrez la semaine prochaine. Il s'agit de l'énergie thermique molaire libérée par le système chimique lors de sa combustion. Et c'est une énergie qui est libérée vers le reste de l'univers. Je répète donc, énergie thermique molaire libérée par le système chimique lors de sa combustion, cette énergie étant libérée vers le reste de l'univers. Le point de vue adopté, c'est donc celui du système chimique. Votre système physique, c'est le système chimique. Cette énergie est donc perdue du point de vue du système physique, elle est donc nécessairement négative. L'énergie de combustion est toujours notée delta E combustion. Et je viens d'affirmer que c'était une énergie qui était négative, inférieure à 0 joule, strictement inférieure pour une énergie de combustion. Le petit 2, c'est la partie manipulatoire de cette activité. Donc partie manipulatoire qui fait pour l'instant évidemment défaut. Cette partie manipulatoire, on peut toutefois s'imaginer le dispositif. L'idée, c'est donc de prendre un Erlenmeyer. Au passage, c'est une étape qui est toujours utile en préparation, de schématiser le matériel que l'on a à manipuler pour essayer de visualiser ce qu'on va avoir en réel. Donc cet Erlenmeyer va contenir 100 ml d'eau, liquide bien sûr. Et puis on va ajouter dans cette eau un thermomètre classique à alcool. Cet Erlenmeyer va être fixé à l'aide de fixation et d'une potence. Cet Erlenmeyer est un Erlen de 250 ml et les 100 ml d'eau ont pu être prélevés grâce à l'éprouvette graduée. Une éprouvette graduée de 10 ml est utilisée en plus. Cette éprouvette graduée de 10 ml sert à disposer une tasse émaillée en dessous avec donc les 10 ml d'éthane 1-ol. Tout ça est posé sur le pied de la potence et donc sur la paillasse. L'idée, c'est donc d'enflammer l'éthane 1-ol, ce qui va libérer une certaine quantité d'énergie, énergie thermique, vers le reste de l'univers, et en particulier dans cette expérience, vers l'eau qui est présente dans l'Erlenmeyer. La température initiale de l'eau mesurée par le thermomètre doit être celle de la température ambiante, et on s'attend donc, sous effet de réception de l'énergie libérée par la combustion complète de l'éthane 1-ol, à observer une élévation de la température de l'eau qui est contenue dans l'Erlenmeyer. Question 7. Qu'advient-il de la température de l'eau? Qu'en déduire d'un point de vue énergétique?
Je viens donc de répondre à la question 7. La température de l'eau va augmenter, ce qui signifie que l'eau reçoit de l'énergie du reste de l'univers. J'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de réception. Dans cette question, le système physique, c'est l'eau. Et le référentiel est terrestre, lié au laboratoire, par exemple. Voilà pour la question 7. On nous donne ensuite une formule qui figure maintenant au programme de seconde. Donc cette formule, vous allez l'encadrer en rouge et qui vous dit que la quantité d'énergie transférée par transfert thermique, QTH, pour une espèce chimique, est égale à la masse de cette espèce chimique, multipliée par la capacité thermique de cette même espèce chimique, multipliée par une différence qui est la température finale de l'espèce chimique moins la température initiale de l'espèce chimique. La masse de l'espèce chimique est exprimée en kilogrammes, la capacité thermique est exprimée en joules par kilogramme par degré Celsius et les deux températures sont exprimées en degrés Celsius. Vous encadrez en rouge cette formule et vous mettez 2 traits rouges dans la marge. C'est la formule qui est valable en l'absence de changement d'état physique. Pour l'eau, CTHO est égal à une valeur qui vous est donnée à la question 7 à nouveau. J'ai donc fait une erreur de numérotation des questions. Exprimer et calculer la valeur du transfert d'énergie par transfert thermique reçu par l'eau. Puisqu'il s'agit d'une énergie reçue par l'eau, le système physique c'est l'eau et on s'attend donc à trouver une valeur positive. Je vais pouvoir déjà vérifier ça dès le départ, donc question 7 bis en quelque sorte. QTHO est donc égal à la masse d'eau multipliée par CTHO multiplié par θFO moins θIO. Ce qui nous donne ici une formule littérale où on voit que la température finale de l'eau, puisqu'il y a eu augmentation de température, est supérieure à la température initiale de l'eau. Cette différence est donc positive. Multiplié par une capacité thermique qui nous est donnée qui est positive, par une masse d'eau qui est forcément positive, par conséquent QTHO est positive. C'est rassurant puisque l'eau gagne de l'énergie, cette énergie doit être positive, donc du point de vue système physique eau, il y a bien une cohérence entre la question précédente et celle-ci, tout va bien. Nous ne sommes pas en mesure de faire le calcul puisque nous n'avons pas la différence de température, mais on peut préparer ce calcul puisque la masse d'eau n'est pas connue. Pour ce faire, on va utiliser la masse volumique de l'eau et transformer à partir du volume d'eau qui lui est connu, la masse d'eau. La masse volumique de l'eau multipliée par le volume d'eau me permet donc de remplacer la masse d'eau multiplié par CTHO, multiplié par θFO, moins θIO. Vous avez alors l'application numérique, 1,00 g par millilitre, multiplié par 100 millilitres, donc pour l'instant 3 chiffres significatifs pour tout le monde. Ensuite 4185, et puis une différence de température qui dépassera difficilement les 2 chiffres significatifs avec les thermomètres retenus. Vous aurez donc ici une valeur qui sera exprimable avec 2 chiffres significatifs sans doute, on verra bien avec les valeurs de température, mais qui sera assurément en joules. Valeur positive puisque c'est celle qui est évidemment gagnée par l'eau. Question 8 maintenant. Voilà pourquoi j'ai mis l'équation chimique sur une petite feuille à part tout à l'heure, puisque maintenant je peux récupérer cette équation chimique et pour pouvoir faire directement le tableau d'avancement molaire. J'ai donc ici un tableau d'avancement molaire où je vais pouvoir indiquer toutes les quantités de matière en mol. Ensuite,
cela correspond à l'équation chimique. Deux sous-colonnes, une colonne état, une colonne